Réglé. J'ai le plaisir de donner la parole à Michel Lusseau, directeur de l'Institut français de l'éducation, qui devait vous accueillir ce matin au nom du CNESCO et de l'IFE et qui va le faire maintenant. Oui, merci Olivier, mesdames, messieurs, chers collègues. Puisque je suis rescapé des péripéties ferroviaires, je peux faire ce que j'avais annoncé, c'est-à-dire vous accueillir au nom de Nathalie Mons, présidente du CNESCO, et de moi-même, directeur de l'IFE, pour vous dire toute la satisfaction que nous avons à vous voir si nombreux pour cette conférence de consensus qui s'inscrit dans un cycle, on a dû vous en parler ce matin, qui est à nos yeux un cycle très important, puisqu'il s'agit de permettre à tous les acteurs de l'éducation, parents compris, partenaires de l'école compris, de se retrouver pour aborder des sujets qui nous paraissent tout à fait essentiels pour l'avenir de notre système scolaire et de notre système éducatif. Je crois pouvoir dire que ces conférences de consensus de l'IFE et du CNESCO se sont imposées dans le paysage institutionnel. Nous sommes très heureux donc d'avoir pu les organiser depuis la première en 2014 ou 2015, je ne sais plus, 2014. Nous commençons à réfléchir au futur programme pour la fin de 2017 et pour 2018, mais nous sommes néanmoins d'une prudence dessus, puisqu'il semblerait, m'a-t-on dit, qu'il y a quelques échéances électorales et que les turbulences électorales sont à peu près aussi importantes que celles causées par la tempête Zeus, ça ne s'invente quand même pas. Et donc, nous voudrions continuer ces conférences de consensus, mais nous ne sommes pas tout à fait en mesure d'être, comme on dit dans les gazettes, en situation de pouvoir le faire. Mais néanmoins, nous pensons que ces conférences sont importantes parce qu'elles permettent de dialoguer, elles permettent d'échanger sans langue de bois et sans phare autour de questions qui ne sont pas des questions tranchées. Elles seraient des questions tranchées, nous ne serions pas là pour en parler. Ce sont au contraire des questions ouvertes et nous essayons d'en trouver qui nous permettent de cristalliser l'essentiel des problèmes que nous avons à rencontrer, nous, acteurs du système éducatif. Et c'est le cas de cette conférence, puisque la différenciation pédagogique permet de disposer autour de soi pratiquement l'intégralité des problèmes que les acteurs du système éducatif ont à affronter. Et nous l'avons vu dès le début ce matin, dès les premières conférences et les premiers échanges, on rentre immédiatement dans le dur et on voit immédiatement les principales difficultés, mais aussi les principaux enjeux, se dessiner à nos yeux. Et si je puis dire, ça va continuer quand on voit la qualité du programme, la qualité du jury et de sa préparation, l'assistance et la qualité des personnes qui suivent en direct ou en streaming, qui va bien finir par fonctionner cette conférence. Nous voyons bien que nous avons de quoi faire pour ces 2 jours et le sujet qui va immédiatement suivre cette très brève introduction, différenciation pédagogique et socle commun, ne peut pas manquer de parler au président du Conseil supérieur des programmes, que je suis à mes heures perdues, puisque nous savons bien que le socle commun et les programmes de cycle ont été conçus avec, dans l'esprit des concepteurs, la problématique de la différenciation pédagogique préférablement mise en avant par rapport à celle de la différenciation structurelle. Donc nous pouvons dire que le socle commun et les programmes de cycle sont imprégnés de cette problématique de la différenciation pédagogique. C'est peut-être d'ailleurs ce qui explique un certain nombre de difficultés de mise en œuvre. Donc, vous voyez, à plus d'un titre, je ne me sentais pas de ne pas vous dire un mot à l'ouverture de cette conférence, enfin à l'ouverture de cette 2e session, après cette pause de café pléthorique que nous devons au lycée Diderot qui nous accueille. Donc, bon travail, merci à tous ceux qui ont répondu présents pour participer à cette conférence. Leur succès montre que nous avons besoin de ces rendez-vous. Que nous avons besoin de ces rendez-vous qui ne sont pas pilotés par l'institution. Je ne saurais dire du mal de l'institution scolaire à laquelle nous appartenons tous. Mais nous avons besoin de ces rendez-vous qui ne sont pas pilotés par l'institution, qui ne sont pas prescriptifs, qui ne doivent pas déboucher sur des normes, des nomenclatures, des circulaires, des arrêtés, mais qui doivent déboucher sur une capacité renouvelée à interroger nos pratiques et à expérimenter de nouvelles professionnalités et de nouveaux rapports aux partenaires de l'école. Et là encore, la différenciation pédagogique, y a-t-il plus beau sujet pour intéresser les parents à nos discussions? Je crois que non, puisque les parents sont en première ligne par rapport à cette question-là. Donc nous avons besoin de ces moments. Nous allons peut-être rentrer dans une période où un certain nombre de nos gouvernants estimeront qu'il n'est pas nécessaire de s'intéresser
à ces questions-là, eh bien, nous aurons besoin de vous et nous aurons besoin de toute notre énergie pour faire comprendre au prochain ministère qu'il nous faut pouvoir nous rassembler pour discuter de nos professions, parce que finalement, l'avenir du système éducatif, nous en sommes tous comptables et pas simplement le ministre. Merci beaucoup et bonne journée. Merci bien. Je passe maintenant la parole pour cette dernière séquence à Sabine Kahn, qui est chargée de cours au service des sciences de l'éducation à l'Université libre de Bruxelles. Quand on est en France, l'Université libre de Bruxelles, ça sonne toujours un peu étrangement, mais il faut connaître l'histoire de Belgique pour comprendre que ça ne veut pas dire université privée au sens français du terme qu'on a quand on ne connaît pas vraiment les autres systèmes d'enseignement supérieur. Sabine, tu as travaillé avec évidemment Bernard, qu'on écoutera tout à l'heure, sur de nombreux sujets, l'évaluation des compétences, le maintien en maternelle, les cycles d'apprentissage, et puis plus largement sur les questions d'efficacité des pratiques pédagogiques, ce qui t'a naturellement amené à traiter de la différenciation pédagogique, avec notamment cet ouvrage de synthèse paru dans la collection Le Point Sûr Pédagogie chez Debook. Je ne me rappelle plus si c'est une maison d'édition française ou belge maintenant, belge. Des changements récents. Toujours belge. Bon. Et avec toi en particulier, on va se demander si toute forme de différenciation est non seulement efficace, mais aussi souhaitable au regard d'un objectif quand même qui est central, qui est l'objectif de progression du plus grand nombre. Merci Olivier. Alors c'est une petite synthèse de ce que je vais vous présenter. Je vais vous en refaire une très très rapide parce que le temps est compté, donc j'irai très vite sur certaines diapositives. En fait, ce que je voudrais vous montrer, c'est que c'est l'école qui transforme les manières d'être au monde avec lesquelles les enfants rentrent dans l'institution. L'école transforme ces manières d'être différentes en différences. Et à partir de ça, il y a une telle pression sur les enseignants pour qu'ils pratiquent une pédagogie différenciée et donc une différenciation pédagogique, qu'ils ont des pratiques d'adaptation, et on va voir que ces pratiques d'adaptation ne sont pas toujours heureuses. Donc dans notre service, à la suite des recherches que nous avons effectuées, mais nous ne pouvons pas parler de ces recherches ici, on n'est pas là pour ça, on pense qu'il est absolument urgent de sortir de ces pratiques d'adaptation et plutôt de penser et de sortir de l'idée que la différence serait liée à une nature des élèves, pour plutôt penser que la différence serait liée à une rencontre entre des cultures différentes, et la culture de l'école étant complètement étrange et complètement bizarre pour la majorité des élèves. Les élèves qui sont plutôt anormaux sont ceux qui se retrouvent comme des poissons dans l'eau dans cette nature-là, dans cette culture-là. Donc, nos recherches nous montrent que ça serait plutôt intéressant de penser comme ça, et de penser aussi à l'étrangeté des nouveaux savoirs et aux obstacles liés à tous les nouveaux savoirs qu'on essaye d'enseigner aux élèves. Voilà, donc on va y aller. Alors, voilà ça. Alors ça, c'est des photos qui ont été faites par mes étudiants à partir des lieux de vie de 2 élèves différents. Donc les étudiants voyant, parce que chez nous, là à Bruxelles, à midi, les élèves viennent avec une boîte à tartines ou une boîte à repas, et voyant que ces 2 élèves viennent toujours avec le même type de repas. Vous voyez, au-dessus, on a un repas qui est très différencié. Tous les jours, on a des nouvelles salades, on a un fruit, on a un petit biscuit, du fromage. Tandis que chez l'élève du dessous, tous les jours, on a des sandwichs. Donc les étudiants ont tiré le fil et ils ont pris des photos sur le lieu de vie de ces deux élèves. Et on voit que chez un élève, celui du dessus, on a un lieu de vie plutôt clair, on peut faire les choses pour qu'elles soient jolies, on a une jolie table de repas, c'est pas tous les jours comme ça, mais ça veut dire que c'est quelque chose d'important dans la famille. L'élève a une petite chambre, mais une petite chambre rien que pour lui, où il a un bureau. Chez l'élève du dessous, c'est pas du tout ça, alors qu'on est dans le même quartier, c'est-à-dire qu'on a plutôt un lieu de vie un peu sombre. La table à manger est recouverte d'un plastique en permanence, d'un plastique transparent pour la protéger, et l'élève vit dans sa chambre avec sa petite sœur, sans avoir d'espace de travail. Ça construit des rapports au monde complètement différents chez les élèves. Dans le concret de la vie quotidienne, ça fait des choses différentes.
On peut penser que dans la famille du dessus, il y a plus d'ouverture, il y a plus de possibilités de penser des choses différentes pour l'élève, tandis que dans la famille du dessous, il faut se restreindre, déjà parce qu'on n'a pas d'espace à soi, mais aussi parce qu'il ne faut pas abîmer. Il ne faut pas abîmer la table de la salle à manger, il ne faut pas la salir. Donc ça fait des élèves qui arrivent vraiment différents à l'école. De plus, à l'école, on a un regard particulier sur les élèves, puisque fondamentalement, même si on s'en défend, même si on est plutôt ici ouvert, sinon on ne se retrouverait pas là, on a tendance à penser une progression des élèves tous ensemble et de la même façon. Et c'est vrai que ceux qui ne progressent pas comme la majorité, en fait, sont plutôt des élèves qui sont perturbants pour nos pratiques. Et cette espèce d'uniformité, là, c'était au XIXe siècle, j'ai pris ça dans un livre de Foucault. Cette espèce d'uniformité va jusqu'au fantasme qu'on peut apprendre à écrire en faisant tous les mêmes gestes en même temps. Ça, c'est l'enseignement mutuel. Hein. L'enseignement mutuel n'a pas gagné dans nos pays. Hein. C'est l'enseignement simultané qui a gagné. Mais l'enseignement mutuel, on en avait cette représentation, il n'a pas gagné. Mais dans l'enseignement simultané, il y a ce fantasme que tous les élèves devraient apprendre en même temps et de la même façon. Donc, ce regard-là, cette forme d'enseignement scolaire, fait que ça met en évidence la moindre petite différence, la moindre petite divergence. Il suffit qu'on ait les oreilles levées pour qu'on apparaisse à l'enseignant comme différent. Voilà, alors je vais vous montrer comment cette différence se chronicise dans les pratiques ordinaires de la classe. On voit une activité très fréquente à l'école maternelle qui consiste à coller des disques sur une feuille de papier. La consigne de l'enseignant, enfin là en l'occurrence la consigne de l'enseignant, c'était remplit tout l'espace de la feuille avec des disques de papier. Regardez quatre manières de faire différentes d'élèves différents. Et l'enseignante ne se rend pas compte que ces manières de faire différentes sont absolument fondamentales finalement, en laissant passer les élèves. Parce qu'à chaque fois que je vois ça très souvent dans les classes maternelles, et les enseignants ne se rendent pas compte, et c'est normal, hein, on les en a jamais prévenus. Hein. Moi-même, quand j'étais enseignante en maternelle, j'ai laissé passer des choses comme ça. Donc les enseignants ne se rendent pas compte que là, il y a quelque chose d'absolument fondamentale. C'est-à-dire que la première élève, là, celle qui est en haut à gauche, en faisant ses lignes de rond de papier de façon très organisée, elle a fait son petit tas, elle va finir beaucoup plus vite que les autres. Souvent après, c'est une élève qui va expliquer aux autres comment il faut faire. L'enseignante ne voit pas l'atelier, elle récupère que les travaux. Elle ne se rend pas compte de ce qui s'est passé. Mais la première élève en haut à gauche, en fait, elle est prête à l'apprentissage de l'écriture. Et ça, les enseignants laissent passer ça comme ça, et on ne peut pas leur en vouloir. Hein. Donc, arrivent en fin de maternelle, en fin de troisième année de maternelle, dernière année de maternelle, des élèves qui sont presque dans l'écrit, ou qui sont déjà dans l'écrit, et qui vont complètement exploser dès l'entrée en première primaire, ce qui permettra, avec le jeu de la forme d'enseignement scolaire, ce qui permettra à l'enseignant de première primaire de penser que les autres sont en retard. Parce qu'eux n'y sont pas. Et donc, qu'il y a un problème lié à leur nature, quoi. Donc ça, c'est une différenciation passive dans l'ordinaire de la classe et qui se fait à l'insu de l'enseignant. Alors vous pouvez lire un texte de Christophe Joignaud dans la Revue française de pédagogie et qui est dans les archives, donc accessible par Internet, où il raconte ce phénomène. Il l'a vu sous d'autres formes, mais c'est la même chose qu'il a vu dans les classes françaises. Alors cette différenciation passive, elle ne se fait pas que là, elle se fait aussi parce qu'on propose aux élèves des supports qui sont de plus en plus complexes sans que les enseignants ne se rendent pas compte de la complexité des supports. Donc ils n'accompagnent pas les élèves dans cette complexité. Et avec l'arrivée de l'informatique et le fait que les nouvelles technologies devraient nous sauver de tout, et vraiment on a une pression incroyable pour que les nouvelles technologies rentrent dans la classe, eh ben, c'est cette complexité non accompagnée qui risque aussi de rentrer dans la classe. Là, en fait, c'est des travaux que j'ai pris aux collègues. Hein. À gauche, Christophe
ou à votre droite, à votre gauche, Christophe Joignot. Donc c'est pareil, là on a un tableau et puis on doit barrer l'intrus. Donc on doit regarder à la fois les colonnes et à la fois les lignes. C'est compliqué pour un petit auquel on n'a jamais expliqué ça, de regarder à la fois les colonnes et à la fois les lignes. Nous-mêmes, on s'y met à plusieurs fois pour comprendre ce qui est demandé là. Et ça, le système du tableau à double entrée, ou enfin ça c'est pas tout à fait un tableau à double entrée, mais on retrouve fréquemment l'utilisation du tableau à double entrée à l'école maternelle. Là, on a un extrait que j'ai pris à Catherine Delarue-Breton de littérature jeunesse. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a différents styles de caractères, différents styles de lettres. On a des dialogues, on a de la narration. Et vous voyez, on commence par un dialogue avec un style de caractère gras. Et puis après, à la troisième image, on continue, on a toujours un dialogue, mais c'est dialogue du même personnage, mais c'est pas le même style de caractère. Et enfin, la dernière image, on a le loup qui dit « T'as de beaux œufs, tu sais ». Donc, alors à part les adultes, et encore, les adultes de 50 ans et plus, mais sinon, on ne voit pas qui peut comprendre. Donc, tout ça construit de la différence dans la classe. Alors ça, c'est ce que j'ai appelé la différenciation active, mais elle peut s'inscrire aussi dans une logique ou passive, je sais plus, enfin, c'est pas important. Passive, merci, oui. Je fais un exercice de classement pour voilà. Bon, alors elle s'inscrit aussi, donc là c'est dans l'ordinaire de la classe ce qu'on vient de voir, hein, mais ça s'inscrit aussi dans une logique d'adaptation, autrement dit dans une logique de pédagogie différenciée. Alors les exemples que je vais vous donner là, c'est des exemples qu'on a vus. Mais j'en ai des vingtaines d'exemples comme ça. Hein. C'est par exemple quand on a mis en place les cycles d'apprentissage dans les années 2000 chez nous, on a eu une circulaire de notre ministre qui a dit pas de problème, vous allez tous les faire réussir. Pour ça, vous faites pédagogie différenciée, évaluation formative, continuité. Donc on a eu une recherche financée pendant 2 ans où on a regardé comment les enseignants se débrouillaient avec ça. Alors effectivement, ils essayaient, il y en a beaucoup qui essayaient de faire de la différenciation pédagogique. On allait dans une classe de première, on les suivait sur un an, on aime bien suivre les classes sur un an, quoi. Donc on les suit sur un an, et on voit dans une classe de 2e primaire un enseignant qui nous dit oui, moi je fais de la différenciation pédagogique, là, mes petits lecteurs, je les fais travailler sur des supports de première primaire, CP, quoi. Et les chercheurs reviennent en mai, les élèves travaillent toujours, ces élèves-là travaillent toujours sur les supports de première primaire. Je ne sais pas si vous voyez le fossé qui s'est construit entre... Alors ça, c'est très gros, mais on voit ça de façon beaucoup moins grossière aussi. Hein. Donc il y a aussi des activités de différenciation pédagogique qui au départ nous paraissent extraordinaires, quoi, puisqu'on est dans une logique de cycle, les enseignants décloisonnent, on a des groupes 3e maternelle, première primaire, 2e primaire. On a mis ensemble les élèves selon leur niveau de lecture ou leurs besoins de lecture. Ils ont une fiche technique, ils doivent construire un petit mobile. Et chez les petits lecteurs, il y a juste quelques mots et puis des dessins pour qu'ils comprennent comment faire leur petit mobile. Bien, on voit un quart d'heure avant la fin de la séance, les enseignants, parce que là ils ont décloisonné, donc ils sont à 3, les enseignants qui font le mobile à la place des petits lecteurs. Et les petits lecteurs n'ont pas lu grand-chose, Non, voilà. De toute façon, c'est une dérive qui est toujours qui est potentielle au projet. Très difficile d'y échapper dans cette dérive. Enfin, le projet dans le sens où on réalise quelque chose de concret. Mais ça, c'est ce que j'ai appelé l'adaptation active. Mais il y a l'adaptation passive, c'est-à-dire l'enseignant qui dit « Ah ben moi, je fais une séance un peu ouverte où finalement je les fais travailler à la demande, voilà, j'ai préparé des fiches d'exercice et en fonction de leur avancée dans les fiches d'exercice, ils en demandent d'autres et puis ils vont de plus en plus loin comme ça. Et en fait, quand on observe ce type de séquence, on voit que les élèves les moins avancés, les 4-5 élèves les moins avancés, ils sont toujours sur la première fiche à la fin de la séquence. L'enseignant ne les a pas vus parce qu'il y a eu un espèce de brouillard avec les élèves avancés qui demandent toujours plus de fiches. Et voilà.
Et eux, qu'est-ce qu'ils ont appris? On peut se le demander. Mais ça part d'une bonne intention. Il y a aussi une chose qu'on voit dans toutes les classes, même si ce n'est pas dans une logique d'adaptation. On donne des exercices à faire aux élèves, une dizaine d'exercices par exemple, et puis on a une progression. D'abord des exercices procéduraux, et puis ensuite des exercices un petit peu plus complexes, jusqu'à l'exercice final qui est le plus complexe. Qu'est-ce que font les élèves qui sont, disons, les plus passifs, les moins avancés, je ne sais pas comment les qualifier? Bien, ils savent que s'ils ont fait les 5 premiers exercices ou les 6 premiers exercices, c'est bon, ils ont la moyenne, donc ils s'arrêtent à ça. Alors, à ma grande surprise, j'ai vu dans une classe une enseignante qui brouillait les pistes et qui mettait les exercices dans le désordre. Eh bien, ça change beaucoup de choses pour les élèves, parce qu'ils vont quand même penser les exercices dans l'ordre. Donc c'est tout bête, mais ça brouille cette logique de libre service et d'adaptation passive. Bon, ça aussi, hein, c'est très différenciateur. Donc, on a essayé de réfléchir à la question en équipe et on a pensé à 3 conceptions de la différence. Et en fonction de ces 3 conceptions, on peut raccrocher les pratiques qu'on voit dans les écoles ou on peut aussi partir de ces conceptions pour penser les pratiques. Donc, il y a une conception naturalisante et cette conception, elle part de l'idée que la différence, elle est liée à la nature de l'élève. Donc, pour avancer, il faut qu'on fasse un peu des catégorisations d'élèves. Donc, on va faire des catégorisations cognitives, psychologiques, comportementales. Et puis, en fonction de ça, eh bien, on va faire des remédiations auprès des élèves. Alors, avec des interventions spécifiques, souvent pour un élève. Et, bon, en France, c'est beaucoup avec un spécialiste. En Belgique, c'est beaucoup avec un enseignant. Et évidemment, c'est stigmatisant, ou on peut soupçonner que ce soit stigmatisant, et puis surtout, les autres avancent pendant que nous, on reste à faire nos petits trucs procéduraux ou nos petits apprentissages par cœur. Alors, on a pensé à une autre conception de la différence qu'on a appelée quantitative, parce qu'elle se fait par comparaison. Il y a un écart quantitatif ou un écart temporel entre les élèves. Et ceux qui sont les plus lents ou ceux qui ont les moins bons résultats, eh bien, on dit, sont en déficit, ils ont des déficits. Et là, 1 minute, d'accord. Bon, alors, ce qui nous paraît plus intéressant, si vous voulez, c'est de penser que la différence, elle est liée aux spécificités de la culture scolaire, où il y a des choses qui sont très très étonnantes, comme le double sens des activités. Les activités, elles n'ont pas d'intérêt en elles-mêmes, elles ont un intérêt pour les apprentissages qu'on peut faire à partir de ça. Et encore, ces apprentissages ont un sens second, donc ça en fait des niveaux. L'usage de la langue, donc plutôt que de plaider pour une remédiation, nous plaidons pour une médiation entre les univers culturels, une explicitation des attendus, un lien entre les savoirs et les procédures, etc. Pour une réflexion a priori, là, de toute façon, ça a été dit précédemment, sur les savoirs enseignés, sur les compétences visées. Attention, on ne peut pas penser différenciation pédagogique à l'heure des compétences, comme on pouvait penser différenciation pédagogique à l'heure des objectifs, c'est-à-dire quand les pionniers de la différenciation pédagogique travaillaient là-dessus. Nécessité de surtout pas adapter, c'est-à-dire il faut garder une confrontation récurrente des élèves, même les plus en difficulté, avec la complexité. Voilà, fin, merci. 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 Donc, merci Sabine. Ouais. Tu restes là. Oui, oui. Je sais que c'est dur, hein, des fois, de tenir Non, nos délais. Ouais. Mais tu restes là parce qu'il va y avoir des questions du jury qui avaient été prévues. Alors nous allons tenter l'expérience du micro. Attention. Moment de tension. Bonjour. D'accord. C'est bon. Je m'appelle Claire Lomé, je suis professeure de mathématiques. Quand vous parlez de présence de conceptions préalables qui font obstacle à la compréhension du savoir de l'élève, comment envisagez-vous de lever les freins dans ce domaine ? Comment envisager de faire basculer ces représentations ou de travailler avec ces représentations ? De lever les freins sur les conceptions préalables.
Alors je pense que là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de la didactique hein, pour faire basculer les représentations. On est chez les didacticiens des sciences et des mathématiques, c'est bon à prendre. Bon, et de toute façon, ce qui est intéressant avec cette question de représentation, c'est que tous les élèves sont sujets à des représentations et des représentations qui les empêchent parfois d'apprendre. Mais en plus des représentations qui ont été pointées par les didacticiens des sciences, des mathématiques, etc., il y a les représentations que nous avons repérées dans le cadre de nos recherches sur l'évaluation des compétences. Mais ça, Bernard Ray vous en parlera. Je ne sais pas si j'ai répondu, je ne vais pas faire une réponse de didacticien, je ne suis pas didacticienne. Même si je trouve que c'est intéressant. Ouais, je trouve que c'est intéressant, tout à fait. Mais... Je rappelle que pour les membres du public, si vous voulez poser une question, il faut lever le doigt et pour remplir une petite feuille pour l'écrire. Sur leur bloc-notes, bah oui, c'est une petite feuille comme une autre. Est-ce que le jury avait d'autres questions entre-temps? C'est bon, je peux finir l'exposé alors? Ouais. Non, il y en avait une autre, il me semblait que ça s'agitait, c'est pour ça que... Non, mais il faut prendre le micro, oui. C'est pas une... Oui, en fait, oui, voilà, en fait la question n'était pas liée, la collègue s'est présentée parce que bon, elle était professeure de mathématiques, membre du jury, en fait la question des freins, des représentations, elle n'était pas sur une entrée didactique, mais en général, comment lever les freins des représentations des élèves qui arrivent donc différents, vous l'avez dit, pour pouvoir les faire avancer dans les apprentissages. Oui, alors c'était cette réflexion. Oui, merci. Je ne voudrais pas déflorer ce que va présenter Bernard Ray, mais en fait, j'y vais quand même. Bernard? Oui. Bon, en fait, on se rend compte, là, pour aller très très vite, on se rend compte qu'il y a des élèves qui pensent que l'école, ça va fonctionner comme à la maison, quoi, et qui sont devant des situations scolaires ou des tâches scolaires, qui pensent comme ils le feraient à la maison. Et là, est-ce que je laisse un peu le suspense et c'est Bernard qui va vous dire, ou... Bon. Oui. Qu'est-ce que, Bernard, qu'est-ce que je fais? Oui. Moi, je... On laisse le suspense, d'accord. Tu répondrais pas vraiment. Bon, alors je vais répondre. En fait, il s'avère que quand on a fait des passations de tâches complexes auprès d'élèves, on peut penser qu'il y a environ, dans ce qui était visible, parce qu'après il y avait ce qui n'était pas visible, il y a environ 10% d'élèves qui sont complètement là-dedans. Et nécessairement, ces élèves sont très en difficulté, puis ça va aller de plus en plus, et on les retrouve avec ce même genre de difficultés dans le secondaire. Donc moi, je suis assez intéressée, enfin je trouve qu'il y a des choses à faire au niveau du co-enseignement ou d'une gestion de classe différente, quoi. C'est ce qu'a dit, j'ai des problèmes de mémoire, c'est ce qu'a dit la collègue qui était juste avant moi, finalement, faire des groupes, foutez-moi la paix, avec des élèves qui travaillent sur n'importe quoi, on s'en fiche, c'est foutez-moi la paix, et d'autres élèves qui travaillent sur des tâches complexes, et puis on leur dit, ils nous disent, ah ben, vous allez voir, là, Bernard Ray va vous donner des exemples. Ils nous disent, ah ben non, mais moi, c'est pas la peine que je me casse la tête. Mon père, il peut faire ça, il calcule rien. Mon père, c'est un spécialiste de la question. Donc, pourquoi je ferais votre... Ah bon? Et il est là, ton papa, là? Il t'aide en ce moment en classe? Il y a tout un travail de médiation à faire. Donc ça c'est pour quelque chose de très, très visible. Mais après, il y a des choses moins visibles. Il y a des élèves qui disent oh ben, moi, je vais faire ça, puis si ça ne marche pas, je ferai autre chose. Et on leur dit, mais explique-nous, là, explique-nous, est-ce que tu as utilisé des choses qu'on a apprises en classe, des opérations qu'on a faites en classe? Parce que quand même, si je te demande de faire quelque chose, c'est pour que tu utilises des outils que tu as appris avec moi. Il y a des élèves qui ne comprennent pas du tout qu'on est en classe pour apprendre, et il faut absolument
que l'enseignant. Les aide à ça, ils n'y arriveront pas tout seuls. J'avais quelqu'un dans la salle qui me dit ça aurait été bien de te laisser finir l'exposé. Je le comprends, mais voilà, il y a un peu une règle du jeu, on est obligé de se tenir un peu à un certain rythme pour que tout le monde puisse intervenir, parce que je pense que beaucoup d'intervenants aussi ont d'autres choses très passionnantes à dire. Alors je vais maintenant appeler Bernard Ray, même s'il y a eu un teasing. Donc Bernard Ray, professeur honoraire aussi à l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes bien connu donc, par votre travail évidemment sur les compétences, mais vous y menez des activités de recherche plus généralement sur la spécificité des apprentissages scolaires au regard d'autres formes d'apprentissage dans la société. Vous y scrutez donc la spécificité de ce que vous appelez le regard instruit, qui est particulier à l'école, ce qui vous a conduit à identifier le plus précisément possible, ce qui fait que des élèves sont en difficulté scolaire à cause justement de ce qui est si particulier à l'école par rapport au reste de la société. Et alors, comment dans ce cadre-là, la différenciation peut-elle prendre en compte la nature précise des difficultés liées à la forme scolaire, à la culture scolaire, et quelles réponses pouvez-vous éventuellement y apporter pour les réduire? Bonjour à tous. Alors effectivement, je crois que Olivier Ray vient de présenter une des idées majeures de mon petit exposé. Mais je voudrais attirer votre attention sur le titre. Je vous avertis d'emblée que je suis tout à fait incapable de répondre à cette question. Mais je prétends même que personne n'est capable de répondre à cette question. Et c'est bien le problème qui travaille de l'intérieur la belle idée de différenciation pédagogique ou de pédagogie différenciée. C'est que, en effet, il y a toujours le risque dans les dispositifs de pédagogie différenciée d'avoir des effets contraires à leur intention première, c'est-à-dire que, au lieu de combler les écarts entre les élèves les plus faibles et les élèves plus avancés, eh bien, il y a un certain nombre de dispositifs qui, dans la pratique, conduisent au contraire. Et les exemples que vient de donner Sabine Kahn sont assez démonstratifs de ce point de vue. Alors, je voudrais pour ma part partir de la question suivante. Finalement, la différenciation pédagogique est bien destinée à réduire les difficultés d'un certain nombre d'élèves. Pour cela, il est peut-être nécessaire de s'arrêter quelques instants sur les difficultés ressenties par les élèves. Ça, c'est une question qui est très connue dans le quotidien par les enseignants. Mais souvent, les enseignants, peut-être pas ceux qui sont ici, parce que ceux qui sont ici, s'ils font partie du jury, c'est probablement parce qu'ils ont manifesté quelque part un intérêt pour la réflexion pédagogique. Mais certains enseignants, eux, ont tendance à penser que les difficultés des élèves tiennent à un manque de connaissances. C'est des choses qu'on entend dans les salles des profs. Ben voilà, un tel, il n'a pas les bases. Ce qui veut dire, en termes plus précis, il y a un certain nombre de connaissances qu'il n'a pas acquises. Ou bien, il y a un certain nombre d'actions élémentaires qui jouent dans un certain nombre de disciplines et qui n'ont pas été suffisamment maîtrisées, qui n'ont pas été suffisamment automatisées. Alors, c'est vrai jusqu'à un certain point. En effet, il y a des élèves qui sont incapables de comprendre un cours parce qu'ils ne possèdent pas les bases. Mais si on veut aller au fond des choses, si on veut essayer de trouver des instruments pour modifier cette situation, il faut peut-être se demander pourquoi ces élèves n'ont pas acquis les bases. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Et généralement,
les connaissances qui leur ont été données. J'ai proposé ici quelques exemples de ces connaissances de base. Eh bien, ces connaissances n'ont pas été présentées isolément. Elles sont prises dans des savoirs. Ces savoirs ont une rationalité. Et peut-être qu'une des raisons pour lesquelles ces bases n'ont pas été acquises ou insuffisamment acquises, c'est parce que les savoirs n'ont pas été compris dans leur rationalité au départ. Il faut peut-être réfléchir à ces choses-là. Mais moi, je ne veux pas aller dans ce sens-là, parce qu'il existe dans les didactiques des disciplines des instruments pour répondre à cette difficulté, pour mieux faire comprendre les savoirs et par conséquent mieux faire maîtriser au départ les connaissances et les procédures impliquées dans ces savoirs. Mais je voudrais, dans le bref temps dont je dispose, je voudrais plutôt parler de recherches récentes et qui portent sur les difficultés qu'un certain nombre d'élèves ont dès lors qu'ils sont confrontés à des tâches non répétitives. Les tâches non répétitives, j'appelle ainsi des exercices scolaires tout à fait classiques. Résoudre des problèmes de mathématiques et pas seulement effectuer des opérations à la demande. Résoudre des problèmes un peu plus tard dans la scolarité, résoudre des problèmes en physique, en chimie, comprendre des textes, rédiger des textes, tirer de différents documents des informations dont on va se servir pour construire autre chose. Voilà des tâches qui apparaissent dans la scolarité très précocement et les enseignants voient souvent qu'un certain nombre d'élèves possèdent les bases, mais ont des difficultés à aborder ces tâches relativement inédites et d'une certaine complexité. On dit d'un élève « Ah, il a des connaissances, mais il ne sait pas les utiliser ». Il semble donc qu'il y a un problème de mobilisation des connaissances et des procédures de base, mobilisation à bon escient. Il semble donc qu'il y ait besoin à certains élèves d'interpréter une tâche nouvelle pour voir quelles sont dans son éventail de connaissances celles qui vont devoir être utilisées. Et là, il y a une difficulté majeure et à mon sens, c'est une difficulté beaucoup plus résistante que la simple insuffisance d'apprentissage, de mémorisation de connaissances ponctuelles. C'est une difficulté plus résistante et donc, idéalement, il serait intéressant que la pédagogie différenciée puisse nous donner des instruments pour aborder ce type de difficulté. Je vais vous donner quelques exemples de telles difficultés. Voilà un problème proposé dans une classe de CE1 après une longue séquence durant plusieurs semaines sur la soustraction. J'ai eu l'occasion d'échanger avec une élève sur ce problème qui venait de lui être proposé dans la classe. Et elle m'a, à la question « Combien Victor doit-il demander à ses parents ?», sa réponse était « Il va demander à sa maman ». Bon, j'ai dit « D'accord, si tu veux, mais enfin le problème c'est de savoir combien il va lui demander à sa maman ». Réponse de la petite, il va demander à sa maman. Et malgré mes interventions successives, elle répétait toujours la même chose. Et j'ai fini par comprendre, au terme de l'échange avec elle, que pour elle, c'est la maman qui allait
éventuellement accepter l'achat et que si la maman acceptait l'achat, c'est elle qui dirait combien il manque. Que donc il n'y avait pas lieu de se demander de faire un calcul quelconque, quoi. Calcul, c'est des questions d'argent, c'est des questions d'adultes, hein. La maman allait dire bon, alors oui, il coûte combien ton objet là, 12 €. Tu as combien? Tu as 7? Bon, ben voilà 5. On a là une interprétation de la tâche qui est évidemment pas l'interprétation attendue par l'enseignante et par l'école en général, mais une réponse qui, pragmatiquement, n'est pas absurde. Un autre exemple, proposé là à des élèves de CM2, plus précisément, il a été proposé en Belgique à des élèves de 5e et 6e primaire, c'est-à-dire des élèves correspondant à des élèves de CM2 ou de 6e de collège. Voilà, il s'agit de repeindre une salle et de calculer le prix de la peinture à partir des indications qui sont données là et à partir d'un document authentique emprunté à un catalogue de marchands de peinture que je vous montre maintenant. On est avec des élèves qui sont censés savoir comment on calcule l'aire d'un rectangle, qui sont censés avoir déjà une approche au moins intuitive de la proportionnalité, hein. Plus il y a d'air à peindre, plus il y a de peinture, et plus il y a de peinture, plus le prix va augmenter. Mais il y a quand même quelques petites complications, notamment là, il y a le choix entre deux qualités de peinture, bon, il faut faire des comparaisons, etc. Eh bien, on a eu la surprise de voir sur cet exemple-là qu'on a proposé à un très grand nombre d'élèves. Hein. Ça faisait partie de nos premiers balbutiements de recherche sur la notion de compétence. Et je crois bien que ce problème a été proposé à plus de 1500 élèves. Eh bien, on a eu la surprise d'avoir un certain nombre de réponses, en nombre évidemment minoritaire, mais non marginal, un nombre de réponses qui consistait à dire, sous des formulations diverses, on va aller acheter 1 ou 2 pots de peinture, puis on va commencer à peindre, et après, on retournera au magasin pour compléter. Là encore, évidemment, une réponse qui n'est absolument pas celle attendue par nous et ni par les enseignants, mais une réponse qui, pragmatiquement, n'est pas stupide, loin de là. Et peut-être qu'un certain nombre d'entre nous, lorsqu'ils ont à repeindre une pièce chez eux, font comme ça, pour des raisons diverses. Hein. Par exemple, pour une raison qui peut être tout à fait sérieuse, c'est qu'ils ne savent pas exactement quel va être le pouvoir couvrant réel de la peinture sur le support sur lequel ils vont peindre. Voilà. Alors, voilà 2 exemples particulièrement spectaculaires, mais peut-être un peu trop spectaculaire. Parfois, et notamment lorsqu'on a affaire à des élèves de collège ou des élèves de lycée, ces sortes d'interprétations en quelque sorte déviantes par rapport à l'interprétation attendue à l'école, ce type d'interprétation est beaucoup plus subtil. Je vous en donne un exemple. Voilà, c'est en Belgique, mais c'est dans une classe équivalente à une seconde de lycée. La question qu'on posait aux élèves était la suivante. À partir des documents joints, rédiger un texte expliquant quels étaient sous l'Ancien Régime le rapport entre la justice et le pouvoir, le rapport entre la justice et la stratification sociale. Je ne vais pas vous montrer l'ensemble du portefeuille de documents, mais simplement la liste des documents qui étaient fournis.
C'est la preuve, vous voyez, qu'en Belgique, on s'intéresse à la Révolution française. Et la réponse attendue, évidemment, c'était d'une part que l'élève fasse référence au fait que les juges étaient totalement sous la dépendance du roi, sous l'Ancien Régime, donc que la distinction entre pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire n'était pas du tout exécutée, mais l'est-elle dans d'autres situations? On se demande parfois. Et d'autre part, on attendait à ce que l'élève dise les nobles étaient soumis à des lois qui étaient parfois, sur certains points, différentes de celles des membres du tiers-État. Et d'autre part, même pour les membres du tiers-État, on pouvait se conduire devant l'appareil judiciaire avec beaucoup moins de risques si on était riche et éduqué que si on était pauvre et illettré. Voilà ce qui était attendu. Or, un certain nombre d'élèves ont éventuellement répondu des éléments de ce que je viens de dire, mais ont ajouté à cela une remarque disant « la torture, c'est inacceptable, c'est un refus des droits de l'homme, c'est une non-observation des droits de l'homme, c'est un non-respect des droits de l'homme. » Et certains élèves se sont tenus à ce type de réponse sur la torture. Alors on voit là, dans ce cas-là, que ces élèves, en quelque sorte, donnent un élément de réponse qui, encore une fois, n'est pas du tout inacceptable, loin de là, qui n'est pas du tout stupide, mais qui relève de l'émotion et de la distance culturelle que nous avons avec les populations de cette période-là, alors que ce qu'on demandait à l'élève, c'était de s'en tenir à des éléments conceptuels, la distinction entre pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire, et d'autre part, la mise en rapport d'un appareil judiciaire avec la stratification sociale. Ce qu'on voit là, au total, c'est que dans ces exemples, comment je pourrais dire ça rapidement, on a une interprétation scolaire et on a de la part de ces élèves une interprétation qui relève d'une autre vision du monde. Cela signifie que l'interprétation scolaire des tâches et situations n'est pas la seule possible, et donc qu'elle n'est pas naturelle, qu'elle ne va pas de soi, alors que les enseignants ont tendance à penser, sans vraiment le penser d'ailleurs, que la manière scolaire de voir les choses, c'est la manière naturelle. Et il y a donc, de la part des enseignants, un oubli du fait qu'il serait essentiel d'expliciter la manière de voir, la manière de repérer dans une situation ou une tâche les éléments pertinents, et que cette manière scolaire doit être absolument explicitée. Eh bien, si on suit cette position, la pédagogie différenciée ne devrait pas consister à combler des manques au nom du fait que les élèves manquent de base, de connaissances, etc., mais elle devrait consister
à faire partager par les élèves la manière scolaire de voir les situations. Ce qui ne signifie pas annuler leur manière de voir pragmatique que nous tous nous avons gardée, même si nous sommes hautement scolarisés. Et du coup, peut-être la pédagogie différenciée devrait-elle être anticipatrice, c'est-à-dire consister pour les enseignants, avant même la préparation, dans la préparation de leurs leçons, de prendre en charge cette explicitation de la manière scolaire d'interpréter les situations. Je vous remercie. Merci Bernard. Question du jury, tout de suite. Oups là. Il y a des arbitrages. Alors, je rappelle que si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez écrire une question sur les blocs-notes qui vous ont été gracieusement distribués en début de cette séance et les faire passer aux jeunes femmes et aux jeunes hommes qui devront être sur les côtés dans quelques minutes, je pense, s'ils ne sont pas partis manger. Astrid Delamotte, inspectrice, non, là, plus près. Astrid Delamotte, inspectrice de l'éducation nationale, premier degré. Vous m'entendez? Oui. Donc Astrid Delamotte, inspectrice de l'éducation nationale, premier degré. Faire partager une vision du monde à tous les élèves ne pourrait-il pas être interprété comme une volonté de formatage de l'élève? Alors oui, évidemment. Hein, est-ce qu'il n'y a pas un risque de formatage? Là, faire partager une manière de voir la réalité par les élèves, la manière de voir la réalité dont je parle ici, c'est le savoir scolaire. Ce sont les savoirs scolaires. Ce sont les orientations telles qu'elles apparaissent dans les programmes ou dans le socle commun, par exemple. C'est ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'une idéologie. Il s'agit d'apprendre à envisager les situations à l'école, mais aussi les situations qu'on rencontrera dans la vie une fois adulte, au moyen des savoirs scolaires. C'est-à-dire, non pas avec sa propre expérience seulement, non pas avec ses émotions, non pas avec ses croyances, non pas avec ses opinions, mais avec les savoirs scolaires et la rationalité qui s'y trouve. Ce n'est rien d'autre que le projet de Condorcet, hein, d'une certaine manière. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Une question de la salle qui consiste à se demander si la maîtrise de sa discipline par l'enseignant et notamment de sa maîtrise didactique de sa discipline permet d'améliorer l'efficacité de la différenciation pédagogique ou la réalisation des tâches telles que vous l'avez présenté dans l'exposé. C'est-à-dire, pour résumer, est-ce qu'une bonne maîtrise didactique peut également être utile dans la différenciation pédagogique? Moi, il me semble que oui, la maîtrise, je dirais, didactique de sa discipline, et j'ajouterais peut-être la maîtrise épistémologique de sa discipline. Qu'est-ce que c'est que la discipline que j'enseigne? Et que tous les enseignants aient conscience du fait qu'il ne s'agit pas pour les élèves d'apprendre des données factuelles, apprendre que les organes d'une fleur, ce sont les pétales, sépales, étamines, pistils, pris isolément, ça ne présente aucun intérêt. En revanche, si c'est intégré dans la présentation d'un modèle explicatif de la reproduction des plantes à fleurs, là, ça commence à être intéressant parce que ça éclaire le monde. Et du coup, on ne peut plus interpréter les difficultés des élèves comme des manques de connaissances, mais devant être éclairés autrement.
Voilà ce que je répondrai. Il y avait une autre question du jury. Si on peut éviter le jingle, là, ça serait bien. Allez. Bonjour. Ça y est? Alors, Sandrine Simon, formatrice SP, membre du jury. Que pensez-vous alors de l'expression de plus en plus usitée de besoins éducatifs particuliers? Ben, je suis bien embêté parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, une chose peut-être que je veux préciser. Il existe des handicaps. Et si c'est ça qu'on appelle besoin pédagogique particulier, alors sans doute il y a du travail à faire. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais sans doute il est possible de faire des choses de ce côté-là. Moi, j'ai essayé de vous parler des élèves ordinaires, mais des élèves ordinaires qui sont en difficulté. Et ces élèves-là, il me semble qu'il est intéressant de ne pas se limiter à leurs caractéristiques individuelles. Si on s'en tient à leurs caractéristiques individuelles, alors on risque de s'enferrer dans des stratégies d'enseignement qui, avec la meilleure intention du monde de combler les différences, au contraire, les creuseront. J'ai bien entendu que Alexia Forget parlait tout à l'heure, insistait sur des aspects en quelque sorte unificateurs, le désétaillage, l'insistance qu'elle a mise sur l'institutionnalisation. Ça me paraît des choses absolument essentielles. Finalement, à mon sens, la bonne pédagogie différenciée, c'est une pédagogie qui donne le même enseignement à tous les élèves, mais un enseignement qui explicite par avance ce qu'un certain nombre d'élèves risquent de ne pas comprendre sans ces explicitations. D'autres questions? Une question qui soulève le problème que les risques de différenciation passive, etc., qui ont été soulignés, de ne pas avoir les effets attendus. Est-ce que ce risque, en fait, ne serait pas intuitivement ressenti par les enseignants, même s'ils ne l'ont pas formalisé comme on l'a fait ce matin, et que ça devienne en fait un frein chez eux qu'ils se disent « Ouh là là, je ne vais pas en mettre en œuvre des stratégies de différenciation parce que je ne les maîtrise pas forcément très bien et il y a plus de risques que de bénéfices. » Donc, comment dédramatiser, encourager les enseignants et expérimenter des dispositifs, des pratiques de différenciation? Première question. La deuxième question... non, d'abord la première question, parce que autrement on va oublier. Mais là encore, je ne sais pas très bien. En tout cas, moi, il me semble que dans le contact qu'on peut avoir, par exemple en formation, avec des enseignants, ou parfois avec des cadres de l'enseignement, hein, des conseillers pédagogiques ou des inspecteurs, la richesse de dispositifs offerts par certaines orientations de la pédagogie différenciée peut en effet faire peur, être carrément désespérante. Comment mettre ça en place? Ça va me donner un travail gigantesque, je ne vais pas y arriver, il faudrait que je sois à 3 ou 4 endroits à la fois dans la classe, etc. etc. Et c'est pour ça que moi j'ai envie dans ces situations-là de dire, plutôt que de penser en termes de dispositifs, penser en termes de principes. Et le principe, c'est attention, ce que je présente aux élèves à l'école, c'est très bizarre pour un certain nombre d'entre eux. C'est très en rupture avec leur vie extérieure à l'école. Et par conséquent, il faut que je devienne un passeur. C'est-à-dire, il faut que je sois sans arrêt attentif à ne rien tenir comme allant de soi. Il faut que je devienne en quelque sorte leur compagnon et que je montre que j'ai le même type de pensée qu'eux, mais qu'à côté j'en ai aussi un autre et que je leur propose de le partager.
Je vous remercie. Alors, on va bientôt passer au déjeuner. J'ai une dernière question, mais nous allons peut-être pas traiter maintenant parce qu'on la reposera, si vous le voulez bien, à Denis Butlen demain peut-être. C'est la question dans formation des enseignants. Pourquoi il est si difficile d'analyser des tâches qu'on donne aux élèves en apprenant à les décomposer pour anticiper justement les difficultés qu'elles peuvent contenir, ce que vous avez montré tous les deux, une tâche anodine qui en fait pose des tas de difficultés, de compréhension, d'univers culturel, etc., de malentendus par rapport à l'élève. Mais là, je crois que vu l'heure, il va falloir quand même qu'on aille manger, puis on leur posera d'autres intervenants qui ont travaillé sur ces questions demain. Je vous remercie. Rendez-vous à 14h20 ici, à 14h20.